Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire que nous avons la chance d'organiser, nous, Intercommunauté de France, avec la Caisse nationale des allocations familiales. Nouveau webinaire parce qu'il s'inscrit dans un cycle de rendez-vous qu'on vous propose déjà depuis l'année dernière et il nous semblait intéressant, alors que le service public de la petite enfance se met en place, de parler évidemment qualité des modes d'accueil. Un petit mot d'abord de service. Je suis Romain Briot, je suis directeur général adjoint d'Intercommunauté de France et je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Marie Morvan, conseillère cohésion sociale, qui a préparé ce webinaire, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Euh, je vous l'ai dit, un sujet important. Peut-être que des intercommunalités en cette fin d'année se tourne plutôt vers, en tout cas pour certaines d'entre elles, vers comment récupérer la compensation financière prévue dans le cadre de l'exercice de l'autorité organisatrice de l'accueil des jeunes enfants. Malgré tout, chez Interco de France, on a décidé voilà, de continuer quand même à parler du fond de cette politique publique et d'aborder un des sujets qui fait partie d'ailleurs des 4 nouvelles missions euh, proposées par la loi pour le plein emploi. Le webinaire s'organisera autour de 2 séquences. D'abord revenir sur les origines de la démarche, puisque vous allez le voir, 3 territoires et donc 3 caisses d'allocation familiale vont témoigner dans l'heure et demie à venir. Première partie sur les origines des démarches d'appui à la qualité des modes d'accueil. Et puis ensuite, peut-être que les initiatives que les territoires imaginent pour aller plus loin, faire mieux, en tout cas, dans lesquels ils se projettent pour la suite du service public de la petite enfance. Voilà donc comment sera organisé ce webinaire en partenariat, donc, on en a l'habitude, avec la Caisse nationale des allocations familiales. Delphine Bonvalet, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Il y a un petit commentaire juste dans le fil de discussion qui m'inquiète un peu, qui demande si c'est normal si nos auditeurs n'entendent rien. On peut peut-être faire un petit test, Ah, le son saccade. est-ce que... C'est OK pour le son? OK, il y a peut-être des Ok, petites, bon, oui, c'est peut-être. Merci beaucoup. Merci monsieur Robillot. Merci à Intercommunalité de France pour, son invitation. Je suis Delphine, Bonvalet, conseillère politique, petite enfance et pour la CNAF, nous ferons une intervention à 2 voix avec ma collègue, Dominique, Ducrot-Akaoui. Heu, Est-ce que Bonjour c'est à bon tous. pour vous l'écran? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, c'est parti. Soutenir la qualité de l'accueil de la petite enfance. Voilà, alors vous rappelez le contexte dans lequel on s'inscrit. Nous sommes dans le courant d'une convention d'objectifs et de gestion qui lie, l'État et la CNAF, pour une durée de 5 ans. Cette convention d'objectifs et de gestion, elle a été signée pour la période 2023-2027 et elle est très ambitieuse en matière de petite enfance. On a des budgets très conséquents puisqu'on a notamment plus 1,5 milliard d'euros qui est dédié à la petite enfance. Les 4 grands engagements de cette COG en matière de petite enfance, ce sont les suivants, c'est garantir aux familles un égal accès à l'information et à une offre d'orientation, dans leur recherche, d'un mode d'accueil. C'est développer et pérenniser bien sûr des places en accueil individuel et en accueil collectif sur l'ensemble des territoires. C'est favoriser l'accès réel de tous les enfants, quelle que soit leur situation, au mode d'accueil. Et enfin, c'est, revoir les modalités de contrôle des modes d'accueil pour garantir notamment une offre de qualité. Et pour déployer ces grands engagements, les CAF, elles mobilisent à la fois, des ressources en ingénierie et en financement pour agir, sur la qualité. Et cette action, en fait, elle s'opère de manière systémique à travers 4 grandes, dimensions que sont en premier lieu la qualité du lieu d'accueil et des conditions de travail. En effet, comme vous le savez, les CAF, elles accompagnent la création et la rénovation des établissements d'accueil du jeune enfant. Donc ça, c'est de l'accueil collectif avec des aides à l'investissement et à la rénovation, mais aussi, des aides en direction des maisons d'assistantes maternelles avec, une attention toute particulière, sur les opérations qui permettent l'amélioration des conditions de travail,
parce qu'on sait que la qualité de vie au travail est particulièrement importante et que c'est un enjeu d'attractivité dans une filière qui est confrontée à la pénurie des professionnels, et aussi un axe très important sur l'adaptation de la transition écologique. Les CAF, par ailleurs, soutiennent l'attractivité de la filière petite enfance en participant depuis 2024 à la prise en charge d'une partie des coûts des revalorisations salariales au sein des crèches PSU par le versement du bonus attractivité. Le deuxième aspect de la qualité, c'est l'accessibilité à tous et ça passe par le projet social et les valeurs d'inclusion. Les CAF soutiennent l'accueil des enfants en situation de handicap et l'accueil des publics vulnérables dans les crèches via des bonus dédiés qui sont versés aux établissements d'accueil du jeune enfant, que sont le bonus inclusion handicap et le bonus mixité sociale. Et puis, c'est aussi le soutien des projets qui font l'effort de s'adapter aux horaires atypiques des familles, les projets qui prévoient des passerelles et des transitions avec l'école, les projets qui ont une dimension sociale et qui s'intéressent à l'insertion professionnelle et sociale des parents. Et l'ensemble de ces projets un peu spécifiques, qui ont du coup des coûts spécifiques aussi, peuvent être soutenus via le Fonds public et territoire. Le troisième aspect, volet de la qualité, c'est la qualification des professionnels qui œuvrent auprès des enfants. Et les CAF soutiennent des démarches d'enrichissement des équipes avec des intervenants spécialisés. Si les gestionnaires de crèches veulent faire intervenir dans leur structure des psychomotriciens, des ergonomes, des psychologues, ils peuvent demander un soutien particulier à la CAF via le Fonds public et territoire. Ceux qui veulent accompagner les nouveaux directeurs ou directrices de crèches dans leur fonction managériale ou accueillir des étudiants ou accueillir des stagiaires dans leur crèche, c'est aussi possible de mobiliser le Fonds public et territoire. Le quatrième levier, c'est la qualité du projet éducatif en tant que tel. Donc là, on est vraiment au cœur de la pédagogie et la réflexivité des pratiques, c'est-à-dire que les temps que les professionnels peuvent consacrer à l'analyse de la pratique, aux réunions d'équipe, au soutien à la parentalité. Et depuis 2024, les CAF financent ces temps précieux hors accueil des enfants via 2 nouveaux leviers. Le premier levier, c'est le financement de 3 journées pédagogiques par an et par structure. Dès la première année, il y a eu 52 millions d'euros qui ont dédiés à ces journées pédagogiques. Et puis, on a aussi le financement de 8 heures de préparation à l'accueil de chaque enfant. En 2024, ça représentait 31 millions d'euros. Et ça, c'est tout le temps de travail nécessaire à la préparation de l'accueil, à l'accompagnement des parents, aux échanges avec des partenaires quand la situation spécifique de l'enfant le nécessite. Donc voilà, c'est tout ce temps qui fait la qualité et qu'on a souhaité soutenir plus particulièrement. On a aussi un appui financier par rapport aux opérations qui visent la transformation systémique et la prise en compte des objectifs de développement durable dans les structures d'accueil, aussi via le Fonds public et territoire. Et enfin, on encourage, on accompagne l'innovation, c'est-à-dire toutes les réflexions, les projets qui sont pas encore prévus spécifiquement par la réglementation, enfin et le financement des CAF au jour d'aujourd'hui, mais qui préfigurent un peu les solutions de demain, qui sont particulièrement innovantes sur le territoire ou précurseurs d'une manière générale. Et là aussi, c'est le Fonds public et territoire qu'on peut mobiliser. Du coup, en conclusion de ce premier propos introductif, c'est vous dire que avec l'aide de la CAF, vous, intercommunalité, vous pouvez vous appuyer sur la CAF pour vous baser sur votre convention territoriale globale, qui vos schémas de maintien et de développement de l'offre, qui sont notamment un des leviers et pour mettre en œuvre la mission des autorités organisatrices. Vous pouvez investir dans un relais petite enfance et faire connaître auprès des parents le site monenfant.fr qui recense l'ensemble des modes d'accueil sur votre territoire et qui permet aux parents de simuler à la fois le coût que représentera le mode d'accueil et à la fois les aides qu'ils pourraient obtenir de la CAF s'ils décident d'embaucher une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile. Vous pouvez revaloriser les salaires des personnels dans vos crèches
vous pourrez avoir un accompagnement de la CAF. Vous pouvez accueillir et accompagner une maison d'assistante maternelle sur votre territoire. Vous pouvez promouvoir et obtenir le label à vocation d'insertion professionnelle pour les crèches qui souhaitent mettre en place un projet particulièrement social qui permette aux familles de lever le frein à l'accès à l'emploi. C'est des familles qui ne rentrent pas dans l'emploi parce qu'elles n'ont pas de mode d'accueil. Dans ce cas-là, la crèche AVUP aide ces familles-là à trouver un mode d'accueil. Vous pouvez rénover les crèches de votre territoire en améliorant la performance énergétique et les conditions de travail des professionnels. Vous pouvez organiser 3 journées pédagogiques par an et par établissement et faire émerger des fonctions de coordination pédagogique et de soutien à la fonction managériale. Voilà, c'était un peu un panel introductif de tous les leviers que vous avez à votre disposition. Et puis plus globalement, la qualité des projets et des pratiques au sein des modes d'accueil est favorisée lorsque 4 grands leviers sont mis en place. C'est à la fois, ça passe à la fois par la gouvernance sur laquelle Dominique Ducrocai, oui, va revenir dans une minute, le soutien au diagnostic et à l'ingénierie, le financement des structures, les contrôles, la qualité de gestion et la qualité des emplois. Et sur chacun de ces leviers, les CAF sont à vos côtés pour vous accompagner, pour mettre en place des modes d'accueil de qualité. Et enfin, par les subventions qu'elles allouent, les CAF, elles financent des projets d'accueil qui tiennent compte des spécificités des territoires, des besoins des familles, de la nature des projets, de l'évolution des coûts et du vieillissement des locaux. Et même s'il y a des circulaires nationales, les CAF sont à vos côtés pour adapter et pour prendre en compte vos spécificités locales. Voilà, donc l'ensemble de ces leviers ont pour objectif de donner aux partenaires les moyens d'un accueil de qualité et qui favorise aussi une gestion propice à la pérennité des équipements, qui est aussi un enjeu fondamental. Du coup, je passe tout de suite la parole à ma collègue Dominique Ducrocai sur les questions de gouvernance. Merci Delphine. Et je vais donc prolonger les propos de Delphine qui a vraiment dressé voilà, un paysage assez global de tout ce qu'on peut mobiliser autour de la qualité du côté de la branche famille. On va se dire quand même que les CAF sont ancrés sur les territoires et ça, vous le savez, à vos côtés. Les démarches de territorialisation sont un levier très précieux pour arriver à soutenir tous les enjeux qui nous sont chers dans le cadre de la COG et en particulier les enjeux de qualité. Et donc, un simple rappel quand même pour vous dire que les conventions territoriales globales qui sont notre levier privilégié de dialogue et de pilotage à vos côtés couvrent la totalité des territoires. C'est une des réformes les plus réussies pour nous, avec d'autres, mais quand même, elle a marqué beaucoup puisque tous les territoires sont couverts. Et ce qui vous intéresse en particulier, c'est de savoir qu'ils sont couverts à une échelle intercommunale à 67%. Donc ça, c'est un très bon indicateur, puisqu'on avait poussé aussi à ce que la réflexion se fasse au bon échelon, avec une assise territoriale qui soit confortée et pertinente. Depuis, je crois que l'État a progressé aussi sur ses approches de territorialisation à travers les schémas départementaux des services aux familles. Il porte aujourd'hui vraiment à nos côtés ce pendant auprès des acteurs financeurs dont on a besoin à l'échelon départemental. Et c'est important quand même de préciser que ces deux échelles d'intervention de pilotage territorial, les conventions territoriales globales à l'échelle locale et les schémas départementaux fonctionnent vraiment ensemble. Hein, c'est deux composantes qui sont essentielles pour faire vivre les démarches au plus près des territoires. Alors, dans la slide suivante, je zoome simplement sur les caractéristiques, encore une fois, des CTG, pour vous dire que ces approches territoriales, pourquoi est-ce qu'elles sont un levier sur la qualité? Parce que déjà, elles dépassent les cloisonnements, elles dépassent les thématiques, et surtout, elles les rapprochent, j'ai envie de dire. Hein. Comment ne pas penser que sur le champ de la petite enfance, du handicap, de la santé, de la parentalité, il n'y a pas des liens en termes de qualité? Surtout quand on est sur le repérage précoce, quand on est sur peut-être aussi l'accompagnement des enfants sur la santé mentale. Vers tous ces sujets sont des sujets qui préoccupent aujourd'hui nos concitoyens et qui nécessitent une approche globale.
Donc la force de nos démarches territoriales, c'est qu'elles sont décloisonnées, et vous le voyez à travers les thématiques là que j'ai rappelées dans le carré vert. Elles sont aussi décloisonnées par les signataires qui sont mobilisés, et ça c'est important. Tout à l'heure en introduction, vous évoquiez l'actualité autour des compensations, mais moi je tiens quand même à rappeler que quand les CTG sont en place, eh bien c'est un soutien financier qui est majeur, hein, qui est apporté sur le territoire, et auquel d'ailleurs la CAF donne une lisibilité. On n'est plus sur une compensation, on est sur une vraie force de frappe importante pour les élus. Et je crois que c'est ça, hein, c'est ce levier qu'il faut regarder d'abord comme étant un levier puissant dans la mesure où il va mobiliser tous les moyens, non seulement, comme le disait Delphine, ceux de la CAF, mais aussi ceux de nos partenaires. Hein, c'est vraiment le travail en collégialité qui va, je pense, entourer les intercos aujourd'hui dans leur réflexion, et les collectivités locales dans leur réflexion autour du déploiement du SPP. Ensuite, si on prolonge dans la slide suivante, merci Delphine, adorable. Cette capacité à piloter, suivre et évaluer est aussi un enjeu pour les démarches de qualité. Hein. Nos collègues en parleront très certainement dans leurs témoignages, mais il faut avoir conscience que la branche famille a une véritable politique de coopération. Hein. Elle finance de nombreux postes, plus de 4000 postes au national, de chargés de coopération qui sont là pour faire vivre et faire émerger la qualité. Hein, parce que les projets du territoire, et même les plus petits projets, nécessitent d'aller chercher des expertises, d'éclairer la décision, d'organiser aussi un vrai j'ose plus utiliser le mot diagnostic parce qu'il est très galvaudé, mais c'est plutôt comprendre ce qui se joue, et partager cette compréhension. Donc on est sur une vraie analyse partagée aussi dans le cadre des démarches de territorialisation qui nous permettent ensuite d'aller chercher une solution de qualité, et en mobilisant tous les moyens nécessaires. Et j'insiste aussi sur l'enjeu de proximité que représentent ces postes, parce qu'ils sont aussi là pour associer les habitants dans la définition de ce projet de territoire, de la conception à son évaluation. Donc, vous voyez, ce sont des moyens d'ingénierie, de diagnostic, de coopération qui viennent vraiment nourrir les approches territoriales. Et enfin, j'en terminerai par là, et je crois qu'on a largement utilisé notre temps, donc je ne veux pas abuser, mais simplement un petit zoom sur le fonds public et territoire auquel faisait référence Delphine. Ce fonds public et territoire, il est vraiment en complément des prestations de services, hein, et en complément aussi des financements bonifiés que vous connaissez, le bonus territoire notamment. C'est un fonds qui est mobilisé énormément dans les approches territoriales, parce qu'il permet d'aller répondre à des enjeux de qualité. L'axe 2 du fonds public et territoire en particulier est très mobilisé. Vous voyez, les 2 tiers des CAF le valorisent, et elles sont aussi une majorité, quasiment 70 CAF, à indiquer qu'ils représentent un levier puissant pour soutenir la qualité des modes d'accueil. Voilà, je m'arrêterai là, et on se tient à votre disposition, et très intéressé d'écouter bien sûr les témoignages qui vont suivre. Merci. Merci beaucoup, c'est très clair. Et effectivement, on vous propose d'aller voir ce qui se passe dans trois territoires. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui des représentants de la Communauté de communes du Mirebelois et Fontenoy, et leurs collègues de la CAF de Côte d'Or, la Communauté de communes Fier et Us, avec leurs collègues de la CAF de Haute-Savoie, et enfin le Grand Angoulême et la CAF de Charente. On vous propose à chaque fois, on vous propose là d'enchaîner les trois témoignages, les trois prises de parole, et puis ensuite on échange tous ensemble entre participants. Et je propose d'aller d'abord en Côte d'Or et de passer la parole aux représentantes et représentants de la Côte des communes de Mirebelois et Fontenoy. Je vous en prie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Christian Charlot, vice-président en charge de la petite enfance sur la communauté de communes du Mirebelois et du Fontenoy. Alors, c'est une communauté de communes de 12 600 habitants répartis sur 32 communes.
C'est une communauté de communes issue de la fusion de deux ex-communautés de communes qui ont fusionné en 2017. La petite enfance était déjà une des compétences des deux ex-communautés de communes. Donc, bien évidemment, il y a eu une continuité de cette compétence après la fusion de 2017. Nous avions deux modes de gestion à ce moment-là, une gestion régie et une gestion déléguée à une fédération. Et puis, les élus ont souhaité reprendre l'ensemble des EAJE en régie sur le territoire en 2023, avec à la clé une augmentation du nombre de places sur une des deux crèches. Nous avons actuellement 39 places d'accueil collectif. Un des avantages de cette uniformisation, c'est effectivement une cohérence dans le projet éducatif, dans le projet pédagogique, et puis un mode de fonctionnement identique sur les deux EAJE. Je pense qu'aujourd'hui, les usagers s'y retrouvent beaucoup mieux qu'auparavant. Une cohésion territoriale importante quand on habite d'un côté ou de l'autre de la communauté de communes. La communauté de communes était une des premières en Côte d'Or à signer une convention territoriale globale. Et ça, c'était relativement important puisque on est parti de cette convention territoriale globale comme projet de territoire et ça a solidifié la fusion entre les deux ex-intercommunalités. Oui. C'est Cindy Armangeon, coordinatrice petite enfance sur la communauté de communes. Alors du coup, voilà, comme vous expliquait Monsieur Charlot, historiquement, voilà, après la fusion des deux intercos, on s'est aperçu qu'il y avait quand même sur notre territoire des besoins différents liés historiquement à ces deux territoires. Donc, on se retrouve avec un territoire où on avait beaucoup d'assistantes maternelles il y a quelque temps, au moment de la fusion. Et petit à petit, on les perd un peu les unes après les autres. Alors, c'est assez général, hein, je pense que niveau national, on va retrouver un petit peu les mêmes chiffres. Mais là, voilà, entre 2017 et aujourd'hui, on a une baisse quand même de 34% de nos assistantes maternelles. Donc, on a entrepris un gros travail pour promouvoir le métier d'assistante maternelle. Là, le RPE tient tout son rôle de guichet unique pour connaître aussi les besoins et les attentes de la population au niveau des modes de garde sur notre territoire. Voilà, on a pu organiser des forums autour des métiers d'assistante maternelle. L'année dernière, on a réussi quand même à avoir 6 nouvelles assistantes maternelles qui ont demandé leur agrément sur notre territoire, ce qui était pour nous plutôt une réussite, parce que c'est pas si évident que ça. Cette année, on n'y sera pas. Clairement, voilà, on s'est rapproché de la PMI. Les demandes d'agrément sont en baisse partout sur la Côte d'Or. Et vu les informations qu'on a sur au niveau national aussi. Donc voilà, donc on fait ce gros travail de savoir comment réussir à mobiliser aussi autour des modes de garde individuels. Voilà, donc le forum autour des assistantes maternelles a eu un léger succès. Là, du coup, on a décidé de l'inclure autour d'un forum de l'emploi. Voilà, ce qui nous permet quand même de faire une promotion autour de gens qui viennent se renseigner, qui ne connaissaient pas du tout ces métiers. Voilà. Donc, actuellement, on a sur notre territoire une partie où on est sous tension au niveau des modes de garde et une autre partie du territoire où là, pour le coup, il reste des places chez certaines assistantes maternelles. Donc, ça rajoute aussi de la difficulté pour promouvoir ce métier d'assistante maternelle dans certains coins du territoire et pas forcément en chercher sur d'autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se faire un peu sur les années à venir. On est en train d'étudier un petit peu tout ça, savoir comment ça va évoluer avec le temps. Mais sachant qu'on va avoir pas mal de départs aussi en retraite d'ici 5 ans. On sait qu'on va perdre une bonne partie encore des assistantes maternelles, presque 50%.
Donc voilà. Donc l'autre partie reste aussi l'accompagnement des personnels en EAJE. Voilà, pour l'attractivité des métiers de la petite enfance est un gros point qui est un peu dans tous les médias aussi ces derniers temps. Alors, pour le coup, nous, sur notre territoire, on ne connaît pas ce manque d'attractivité. On a eu plusieurs embauches ces derniers temps dans les EAJE. Il s'avère qu'à chaque fois, on reçoit quand même pas mal de CV. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas touchés et on espère continuer comme ça. Alors, on a eu aussi pas mal de réflexions hein, sur ce sujet et ces problèmes d'attractivité dans la petite enfance. On s'est rendu compte quand même que les gens venaient facilement poser leur CV chez nous, déjà du fait du bouche à oreille. Notre projet pédagogique est connu. Je pense que le gros travail qui est fait est aussi donner du sens au travail fait par les équipes. La difficulté qu'on peut connaître aussi un petit peu dans la petite enfance ces derniers temps, c'est que les gens qui ont choisi ces métiers de la petite enfance parfois ne retrouvent pas forcément de sens à leur envie première dans ces métiers-là. Donc nous, voilà, on a vraiment le projet pédagogique est construit avec les agents lors justement des journées pédagogiques. Hein. Donc voilà, on a une aide aussi maintenant au niveau de la CAF pour avoir des journées, enfin au moins trois journées pédagogiques dans l'année. Ça nous aide aussi à pouvoir construire ce projet avec les professionnels et redonner du sens aussi à leur travail. Elles sont vraiment incluses et partie prenante dans ce projet. Il ne faut pas oublier aussi que c'est des professionnels qui ont choisi souvent ces métiers pour faire du social ou du soin à l'enfant. Redonner du sens par rapport à ça aussi avec l'inclusion d'enfants en situation de handicap, l'inclusion des enfants qui sont accueillis en famille d'accueil. On a une demande croissante là aussi sur nos structures ces derniers temps, avec un gros travail aussi de soutien à la parentalité. Voilà, tout ça donne une approche aussi sociale à ces métiers-là où je pense que les professionnels s'y retrouvent aussi pleinement. Et on n'est pas, avoir en tête que les EAJE ne sont pas que des modes de garde et qu'il y a tout aussi un travail auprès des familles et des enfants à développer. Voilà, cette attractivité, elle peut passer aussi par la formation des agents. Voilà, donc il y a des formations assez régulières, alors qui sont souvent en lien avec le projet pédagogique qui est mené, hein, évidemment. Moi, j'attirerais un petit peu l'attention aussi sur la formation initiale. On se retrouve avec de plus en plus de professionnels qui arrivent dans alors là pour le coup les EAJE et qui sont un peu en manque de formation pour pouvoir prendre en charge des groupes d'enfants. Donc souvent elles se retrouvent un peu démunies les premiers temps. C'est quelque chose qui est assez récurrent. On discute quand même pas mal avec les directrices de crèche, même sur d'autres secteurs. Je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, là, qui n'est pas de notre ressort à nous, parce que la formation initiale, on n'y est pas. Mais souvent, quand elles arrivent, elles se retrouvent vraiment en difficulté à mener toute une action auprès de groupes complets d'enfants. Puis le dernier point, c'est tout ce qu'on a pu développer aussi autour des partenariats extérieurs. Voilà, ne pas centrer l'accueil sur simplement nos crèches, mais se tourner vers l'extérieur avec des projets passerelles avec les écoles, les accueils de loisirs. On a des gros projets aussi avec les médiathèques et les bibliothèques. L'école des Trois Arts, on a une école des Trois Arts sur notre territoire, donc ça permet de pouvoir profiter des savoirs des professeurs de l'école de musique pour pouvoir venir dans nos structures et puis un projet aussi intergénérationnel. Voilà, tout ça, ça contribue à mon sens à redonner du sens aussi au travail des professionnels. Merci beaucoup. De rien. Si j'ai un petit peu de temps pour compléter. Mais bien sûr. Bonjour, je suis Caroline Pax, donc je suis chargée de conseil et développement en action sociale à la CAF de la Côte d'Or. Ce que je voulais juste compléter par rapport à tout ce qui a été dit depuis le départ,
c'est vraiment la notion de proximité. C'est vrai que tout ce qu'on travaille dans le cadre du schéma SDSF ou dans nos CTG, c'est vraiment en lien avec les enjeux de chaque territoire. Même si bien sûr on a un socle d'objectifs, on travaille aussi au rythme du projet politique, aux enjeux en fait de chaque territoire. Et notre action, elle est aussi dirigée vers les réseaux des professionnels, puisqu'on met en place annuellement plusieurs temps où on accompagne à la fois les animatrices responsables des RPE, les directrices des EAJE, mais aussi les chargés de coopération, qu'ils soient chargés de coopération globale sur les CTG ou thématiques. Donc, on a une attention assez appuyée envers ces professionnels sur des temps où on invite des intervenants extérieurs, comme par exemple des sociologues. On les fait travailler en atelier entre pairs sur des sujets de préoccupation. On met aussi nos partenaires de réseau comme la plateforme d'appui ressources inclusion au travail à nos côtés pour appuyer ces professionnels. La PMI, bien sûr, qui vient aussi sur ces temps collectifs de travail. Donc ça, c'est voilà, la proximité de nos projets, elle est aussi en lien avec les réseaux que l'on appuie annuellement et pour lesquels, je pense, on a quand même des bons retours sur répondre aux préoccupations aussi de terrain. Voilà. Et dans le cadre des CTG, ce qui a été ce qui a été une force pour nous, CAF de la Côte d'Or, c'est que quand on a lancé les premiers projets de territoire et les premières conventions territoriales globales, on venait de terminer deux recherches-actions collaboratives qu'on avait menées en partenariat avec l'IRTES, qui est donc l'Institut régional supérieur de travail social à Dijon. Et en fait, on avait travaillé avec un panel de 24 EAJE et de 5 territoires couverts par un RPE pour travailler justement sur la qualité d'accueil. Et ce travail-là, en lien avec les professionnels de terrain, après, il a été essaimé dans ces réseaux et il a été très aidant pour rester assez opérationnel aussi dans nos plans d'action des CTG. Voilà, pour une première déclinaison. N'hésitez pas Merci. si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose qu'on enchaîne les trois témoignages et puis ensuite on ouvrira plus largement le temps d'échange et nous passons à la communauté de communes Fier et Us et la CAF de Bonjour, Haute-Savoie. donc Anne-Lise Bayard, moi je suis DGS de la communauté de communes Fieréus, donc qui est située en Haute-Savoie, composée de 7 communes et 17 000 habitants. Et notre territoire est la porte d'entrée de l'agglomération annécienne et à 30 minutes de Genève. Donc on bénéficie de l'attractivité de ces deux villes et qui fait de nous un territoire très dynamique avec une forte croissance de la population. Et une population qui est essentiellement familiale, avec environ 46% des ménages qui sont des familles avec enfants, d'où un vrai sujet et des vraies attentes en termes d'accueil petite enfance depuis déjà le début des années 2000. Donc c'est pourquoi les élus ont décidé dès 2009 de transférer la compétence petite enfance à l'intercommunalité qui l'exerce sur l'ensemble du territoire. Donc, au moment du transfert, on disposait d'une crèche de 18 places pour le territoire et puis une centaine d'assistantes maternelles. Et aujourd'hui, je vous passe les détails des différentes étapes, mais donc nous avons 72 places en mode PSU, dont 3 structures intercommunales et une micro-crèche que nous subventionnons, un RPE guichet unique petite enfance et toujours une centaine d'assistantes maternelles. Voilà, donc ça représente 54 places créées en 15 ans. Mais au-delà des créations de berceaux, nous nous sommes également attachés depuis le début à garantir une qualité d'accueil pour les familles et ce, en actionnant plusieurs leviers. Donc, les propos introductifs de la CNAF font écho parce qu'effectivement, à travers des exemples concrets, on va peut-être plus insister sur
les projets plutôt innovants que ce qui se fait déjà partout, mais on a pu bénéficier du soutien de la CAF au cours de ces 15 années pour développer nos services. Donc, et les différents leviers qu'on a actionnés sont déjà la stabilisation des équipes et la fidélisation des agents, également l'amélioration des conditions de travail, l'évolution du management, la formation et l'accompagnement des professionnels, également l'accompagnement des familles et enfin la mise en place du guichet unique petite enfance. Voilà, donc je vais présenter les premiers sujets qui sont plus sur les décisions, je dirais, soit politiques ou décisions de la hiérarchie dans la collectivité. Et Claudia présentera après les actions plus opérationnelles dans nos structures. Donc, au niveau pour déployer quand même tout ça, il fallait un peu de moyens financiers aussi, parce qu'on sait tous que le coût d'un berceau coûte de plus en plus cher. Et donc, pour ça, on a mis en place le poste de chargée de coordinatrice du réseau Petite Enfance en 2021 déjà, qui est devenu après chargée de coopération CTG quand on a signé la CTG en 2023. Et donc, l'objectif, c'était qu'elle puisse aussi accompagner les directrices de crèches dont les missions couvrent quand même des champs d'intervention et de compétences très larges et qu'elle puisse les accompagner sur le volet très administratif et mieux maîtriser tout ce qui était taux d'occupation, taux de remplissage, les paramétrages de notre logiciel d'inscription. De là découlent en fait notamment les subventions de la CAF et on a pu vraiment optimiser les subventions de la CAF. Ils nous ont fait des recettes supplémentaires qu'on a pu redéployer après sur différents leviers qui sont à mon sens vraiment nécessaires pour stabiliser des équipes qui sont déjà une nécessité, je dirais, pour garantir la qualité d'accueil. Si on a du turnover en permanence, c'est un petit peu compliqué. Et après, pour déployer d'autres actions. Donc, pour ça, c'est vrai que notre équipe de direction, déjà, est très stable parce que depuis 15 ans, on a les mêmes directrices. On a Claudia, qui est la coordinatrice du réseau Petite Enfance, qui est toujours là. Donc, ça passe. C'est vrai qu'après, elles sont reconnues par les partenaires, mais aussi reconnues par les familles, parce que sur des territoires comme le nôtre, un peu périurbain ou rural, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne. Les parents discutent après à l'école plus tard. Enfin, donc il y a une vraie confiance qui est établie envers les directrices, les responsables de structure, mais même entre les directrices, les élus, les directrices, la hiérarchie. Elles sont vraiment autonomes dans la mise en place des projets et elles sont associées à toutes les directions. Et elles disposent de moyens et de budget pour mettre en œuvre leurs projets pédagogiques, pour innover, pour partir en formation. Et c'est ça qui va aussi donner du sens à leur travail et leur donner envie de rester chez nous. Donc ça, c'est un premier point sur la stabilité déjà de l'équipe de direction qui fait que derrière, les agents, on en a qui partent toujours un petit peu parce qu'ils quittent le département ou autre, mais globalement, on a des équipes très stables et c'est rare qu'elles quittent une structure pour aller dans un territoire voisin, dans une autre structure. On a, je dirais, plutôt on bénéficie d'une bonne attractivité et ça, c'est important. Également pour la fidélisation, en 2022, on a procédé à une revalorisation salariale globale pour les agents du réseau Petite Enfance, qui était absolument nécessaire. Ça contribue aussi à stabiliser les équipes. Et au niveau des conditions de travail, on a beaucoup travaillé, surtout sur ce dernier mandat, à l'amélioration des conditions de travail avec la construction de nouveaux locaux. Donc, les équipes également ont été intégrées en amont du projet dès la définition du programme pour tenir compte de leurs besoins, du nouveau fonctionnement, de la libre exploration des enfants, etc., etc. Donc, elles ont travaillé, elles également aussi, avec l'architecte, avec les équipes techniques. Et sur nos 3 crèches, on en a une qui date de 2015, c'est la plus ancienne, et les autres, c'est 2023, et la dernière, celle qu'on vient d'inaugurer là. Donc, on a des nouveaux locaux qui sont venus remplacer les anciens locaux, qui sont avec des volumes généreux, avec de la lumière, avec des espaces vraiment intérieurs comme extérieurs agréables. Et c'est vrai que ces métiers qui sont quand même des métiers particulièrement difficiles, quand on peut bénéficier de locaux et de bonnes conditions de travail, c'est un aspect qui est très important. Limiter la manutention, avoir du mobilier moderne. Voilà, il y a ergonomique. On a découvert tout ça là, avec les dernières crèches et c'est vrai que ça change énormément en fait le quotidien et la pénibilité du travail.
Donc ça, c'est un premier point sur les conditions. Ensuite, on a aussi mis en place un outil de planification très poussé au niveau des plannings des agents qui est fait au quart d'heure près, structure par structure, qui tient compte vraiment des locaux, des activités. On est plus généreux que la réglementation en termes d'encadrement, mais il y a des moments dans la journée où être 1 pour 4 ou 1 pour 5, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cet outil de planification pour que les équipes elles soient vraiment mieux dimensionnées, en tout cas au moment où on en a besoin. Et nous, ça nous permet d'optimiser, de ne pas être à 1 pour 4 sur toute une journée, oui, 1 pour 6, qui nous coûterait très cher. Donc ça, c'est également une manière de préserver les agents et de les fidéliser. Enfin, au niveau du management, qui est basé sur la confiance et l'écoute, mais à tous les niveaux, les agents sont associés aux différents projets. Donc, comme je le disais, la construction de nouveaux locaux, on a vraiment associé les directrices du début à la fin du projet pour prendre en compte les besoins. Mais elles ont pu associer les équipes au niveau du choix de certaines couleurs, du mobilier, des jouets. Ça a été vraiment un projet d'équipe. Et après, les équipes, elles vont être associées, celles qui vont proposer les nouvelles activités qu'elles veulent faire, que ce soit pour la fête de Noël, la fête de fin d'année, des nouvelles sorties ou autres. Elles sont vraiment, vraiment très autonomes. Et c'est important pour nous d'impliquer tous les agents, de donner un sens à leur travail afin de les motiver, que ce ne soit pas répétitif. Donc voilà, on a travaillé sur tous ces aspects-là pour vraiment le bien-être des agents. Je pense que ça a porté ses fruits, parce qu'on a des équipes qui sont plutôt stables et il y a une très bonne dynamique qui a permis après de développer des actions plus opérationnelles que Claudia va présenter. Bonjour, moi je suis Claudia Schemann, je suis la coordinatrice donc, du service petite enfance et la responsable du relais petite enfance qui a ouvert il y a 10 ans. Alors, concernant la formation donc, et l'accompagnement des professionnels, aussi bien de la crèche que des assistantes maternelles, on met en place plusieurs actions. Donc, pour les agents de la crèche, on a 6 journées pédagogiques dans l'année. Donc, il y a 3 qui sont financées par la CAF et puis il y en a 3 qu'on finance nous-mêmes sur des sujets que les professionnels choisissent eux-mêmes. On favorise également le départ individuel en formation et pour cela, la CCFU a mis en place un agent de remplacement volant. Donc, on a un agent à temps plein qui supplée aux absences pour formation des agents des 3 crèches qu'on gère. Et puis, on a mis en place également des organisations, des formations communes entre les agents de la crèche et les assistantes maternelles, voire aussi avec les ATSEM des écoles maternelles du territoire. Et c'est piloté par le relais et on choisit des sujets qui sont très variés. Ça peut aller de la musique, par exemple, des ateliers ukulélé, à des ateliers de clown de théâtre et des ateliers plus spécifiques sur l'observation de la petite enfance, par exemple, en moment de lecture en bibliothèque. Donc ça, c'est des points un peu différents de ce qu'on fait d'habitude dans les crèches. On a toujours des intervenants de tout bord, hein. Musique, yoga, massage, enfin tout un tas de divers professionnels qui interviennent. On accompagne également les professionnels par des analyses des pratiques, bien sûr celles qui sont obligatoires dans la réglementation, mais on a mis en place également des analyses de pratiques pour les directrices pour qu'elles puissent échanger en réseau, vu qu'elles sont 3, et en dehors des temps avec leurs agents. Donc, il y a des analyses des pratiques spécifiques pour les directions. Et en plus de ça, on a une psychologue qui peut intervenir à la demande des directrices ou du personnel de la crèche sur des enfants qui présentent une difficulté dans leur accueil en crèche. Donc, quand les équipes sont un peu en difficulté, elles savent pas trop comment faire, et elles ont des doutes sur est-ce qu'on fait bien, on fait pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire mieux.
on peut faire appel à un psychologue qui vient et il y a un moment d'observation en crèche. Et puis après, il y a un moment d'analyse de pratique professionnelle, mais spécifique à ce cas-là. Et donc, ça aide la prise en charge des enfants qui peuvent avoir des difficultés dans un domaine ou un autre. Le fait qu'il y a beaucoup d'autonomie qui est accordée aux directrices dans leur choix et la confiance qu'on accorde font qu'elles peuvent faire des choix pédagogiques. Donc, le projet pédagogique, il est complètement choisi dans les structures par les agents avec leur direction. Ça donne beaucoup de créativité, des projets innovants. Donc, la libre circulation, ça fait longtemps qu'il a été mis en place. Maintenant, on travaille sur un projet de self pour les petits. Le fait qu'elles soient intégrées au choix architecturaux, quand on a fait les nouveaux projets, ça a permis de organiser l'espace en fonction de ce qu'elles avaient besoin. Et elles ont travaillé, en plus de tout ce qu'elle a dit, Annelise, aussi sur le bruit. Parce que c'est très fatigant dans la journée d'avoir le bruit, surtout s'il y a la libre circulation, que tous les espaces sont ouverts. C'est un point important à régler. Elles ont mis aussi en place, donc les directrices et les structures, des actions de soutien à la parentalité, souvent soutenues par le REAP financièrement. Il y a des ateliers qui sont régulièrement proposés aux parents et aux enfants en présence de professionnels. Voilà. Et puis, pour finir, le relais, les guichets uniques depuis 2021. Donc, là, c'est une mission. Ça permet de faire une bonne circulation des informations dans les deux sens, hein, des parents vers les différents modes d'accueil et des différents modes d'accueil vers les parents. Comme ça, tout est optimisé. Enfin, on essaie d'optimiser au maximum. Ça permet d'avoir des prises en charge mixtes quand il y a besoin, parce que des fois, c'est pas toujours optimum d'être en crèche, c'est pas toujours optimum d'être chez une assistante maternelle ou une crèche privée. Maintenant, on a des liens avec les crèches privées. Et ce lien-là, il a été fait avec la mise en place de la CTG. Quand on a eu cette vision globale avec tous les partenaires du territoire, on a fait un peu plus connaissance avec les structures privées du territoire. On n'avait pas forcément, on savait où elles étaient, mais ça s'arrêtait un peu là. Et là, on a commencé à travailler un peu mieux ensemble. Donc, on a une vision un peu plus, le plus global de la petite enfance. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Lyonnaise, je vous laisse compléter. Oui, j'ai complété. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pense que voilà, alors, déjà quand on était passé du CEJ à conventionnement de la CT, bon, le CEJ, on l'avait déjà conventionné à l'échelle de l'intercommunalité. Quand on a changé de dispositif, la vision de la CAF d'Haute-Savoie était de rester ou de conserver cette intervention au niveau intercommunal, euh, aussi pour aller dans le sens de la loi NOTRe, hein, qui voulait rassembler certaines compétences. Et puis avoir une certaine vision également du territoire, la force de l'intercommunalité Fireus, hein, c'est aussi voilà, le poste de Madame Cheman, hein, qui intervient sur le RPE, qui est passé en guichet unique, donc qui permet d'avoir vraiment une vision globale de l'offre petite enfance sur tout le territoire intercommunal. Lors de la création du RPE, il y avait également le souci de travailler avec les associations d'assistantes maternelles qui existaient déjà sur le territoire et de venir en complément et pas de venir déstructurer le travail qu'effectuaient déjà les associations entre elles. Donc c'était vraiment, il y avait déjà ce souci de travail collaboratif. Madame Scheman est également identifiée comme coordinatrice, enfin chargée de coopération à l'échelle de la CTG. Donc elle intervient également dans le réseau qui est mis en place par la Caisse d'allocation familiale, le réseau des chargés de coopération. Il y a également une mise en réseau des animatrices petite enfance, donc auquel Madame Scheman intervient.
Donc c'est vrai elle a le bénéfice de pouvoir intervenir sur différents travaux et mises en réseau que la CAF propose. Ça permet également d'avoir aussi une connaissance, nous, de l'offre et de l'accompagnement qu'on peut effectuer au niveau de la CAF. Voilà, donc on arrive il y a la prochaine enfin là, on est encore sous la première CTG, mais elle sera bientôt renouvelée, donc ce sera aussi le moment d'analyser et de faire un nouveau diagnostic et d'affiner les prochains besoins. Et après, ce que j'avais pu identifier, bon, il y a des, mais ça sera peut-être plus sur le deuxième point avec le SPPE, des évolutions qui ont lieu chez nous, qui permettent aussi, nous, d'être un peu plus dans l'accompagnement au niveau des intercommunalités. En tout cas, voilà, au niveau de l'échange avec cette intercommunalité-là, malgré le turnover que nous, on a pu avoir, nous, dans nos équipes, au niveau de la CAF, les échanges sont très facilités, parce que justement, au sein de l'intercommunalité, il y a une certaine stabilité. Je peux me faire le relais par moment au niveau de l'intercommunalité, puisque j'avais l'historique sur ce territoire-là par rapport lorsque des nouveaux collègues arrivent au sein de la CAF et ont en charge ce territoire. En tout cas, non, c'est très facile d'échanger avec cette intercommunalité-là. Voilà. Maintenant, je pense que c'est un partenariat qui roule bien depuis plusieurs années, malgré chez nous le turnover qu'on a pu avoir au sein de la CAF de Haute-Savoie. Merci. Et je vous propose qu'on complète, on termine notre tour de témoignage avec le Grand Angoulême et la CAF de Charente. Merci. Bonjour, Céline Alandette, je suis chargée de coopération CTG donc au service enfant-jeunesse de Grand Angoulême. Je suis infirmière puéricultrice de métier et auparavant j'étais directrice de la très grande crèche collective de Grand Angoulême, une crèche de 100 places. Et bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Victoria Velter, je suis chargée de conseil et développement donc sur le territoire de Grand Angoulême et je suis d'origine professionnelle sociologue spécialisée dans la santé et l'éducation. Donc on va vous partager en fait un retour d'expérience sur les actions que nous menons conjointement sur notre territoire, donc pour soutenir la qualité des modes d'accueil de la petite enfance et en particulier à travers l'accompagnement des professionnels de la petite enfance, puisque c'est donc l'objet du webinaire de cet après-midi. Donc on va vous présenter en fait notre postulat de départ avec une question fondamentale et pourquoi le soutien finalement aux professionnels est aujourd'hui plus essentiel que jamais. Eh bien parce que vous le savez, les professionnels de la petite enfance jouent un rôle fondamental dans le développement des enfants en posant les bases de leur apprentissage, de leur socialisation et de leur bien-être. Et donc on sait que les expériences qui sont vécues dès la période fœtale et la petite enfance peuvent avoir une influence sur la santé tout au long de la vie et donc sur l'individu en devenir et sur son parcours. Donc c'est vraiment impératif de soutenir les professionnels qui s'occupent des tout-petits, puisque voilà, les professionnels compétents et bien dans leur rôle, c'est une des conditions finalement du bien-être des enfants. Donc pour nous, voilà, la qualité d'accueil des enfants, elle ne dépend pas uniquement des infrastructures ou des financements, mais aussi de la qualité des pratiques professionnelles et de la coopération entre acteurs. Donc les financements sont bien sûr nécessaires, on l'a dit tout à l'heure, surtout pour recruter, pour moderniser les structures, mais ils ne suffisent pas à garantir la qualité. Ce qui va faire la différence, c'est aussi l'intelligence qui est collective, c'est la capacité des professionnels à travailler tous ensemble, à partager leurs pratiques, à réfléchir ensemble, collectivement, pour améliorer l'accueil des enfants et des familles. Voilà, donc ça, c'était notre postulat de départ pour planter un petit peu les actions qu'on va vous présenter. Donc, avant de vous expliquer les pratiques qu'on mène ici en Charente, je vais laisser la parole donc à ma collègue qui va vous donner quelques éléments de contexte sur notre territoire. Donc, Grand Angoulême, ça représente donc 142 000 habitants. C'est environ 40% de la population charentaise. C'est 38 communes. Nous n'avons pas la compétence petite enfance, enfance, jeunesse. Au moment de la fusion, les élus ont choisi le statu quo. Donc, nous avons hérité au moment de la fusion
de quelques équipements qui étaient historiquement communautaires, de relais petite enfance, une très grande crèche, un LAEP, et puis un LASH et une compétence mercredi et vacances scolaires sur certains petits bouts du territoire. Les autres équipements de notre territoire, notamment ceux concernant la petite enfance, sont donc gérés par les communes elles-mêmes. C'est elles qui sont donc autorités organisatrices et c'est elles qui ont gardé la compétence petite enfance. Mais au moment de la fusion, même si les élus ont choisi ce statu quo, ils ont créé la coordination. Alors à l'époque, on parlait de coordination communautaire enfance-jeunesse. Voilà, cette coordination qui a été ensuite installée un peu plus de façon prépondérante via la CTG, du coup, avec la CAF. Donc, du coup, chaque structure était donc gérée par les communes, et l'est toujours, et chaque structure, les professionnels de chaque structure travaillaient dans la structure et n'avaient pas forcément de lien les unes avec les autres. Alors, je dis les unes avec les autres parce que la majorité sont des directrices de crèche ou des animatrices de RPE. Il y avait quelques réseaux de façon informelle qui se sont créés, mais par bassin de vie, et c'était très à la marge. Donc, partant de ce constat-là, nous avons proposé de mettre en place des réseaux de professionnels par thématique. Donc, aujourd'hui, nous animons 4 réseaux. Un réseau des chargés de coopération de proximité, anciennement les coordinateurs des CEJ. Un réseau des crèches familiales, donc nous en avons 5 sur notre territoire. Un réseau des crèches collectives PSU, nous en avons une 20aine sur notre territoire. Et un réseau des relais petite enfance, et nous en avons 7 sur notre territoire. Donc, pour chaque réseau, nous avons entre 10 à 20 participants. Ces réseaux, nous les regroupons environ tous les 3 mois, donc chacun sur une demi-journée, tous les 3 mois. Nous partons de leurs besoins, de leurs problématiques de terrain, pour en faire une thématique que nous traitons tout ensemble, autour de techniques d'animation différentes pour qu'après, elles puissent s'en emparer et les faire vivre, ces mêmes techniques-là, au sein de leur structure. Nous abordons différentes thématiques, comme par exemple l'inclusion, la continuité éducative. Nous faisons des rappels réglementaires. Nous essayons de tenir informés au même niveau tous les professionnels. Nous pouvons mettre aussi en place des événements, comme la journée territoriale des assistantes maternelles. Nous mettons aussi en place des actions en lien avec le SDSF, et notamment, par exemple, la promotion des métiers de la petite enfance au sein du lycée, et tout ça avec l'appui des réseaux. Voilà, donc comme vous l'avez compris, on a un découpage territorial et politique un peu particulier avec ces compétences, en fait, petite enfance, enfant jeunesse, qui sont restées aux communes. Et donc, pour nous, on a une réelle nécessité sur le territoire à travailler ensemble, à favoriser l'intelligence collective pour renforcer la qualité des modes d'accueil. Et donc, on vient en fait essayer de créer une sorte de culture professionnelle commune, une capacité en fait à se poser des questions ensemble. Comment mieux faire pour accueillir les familles, comment on gère les situations complexes, comment on intègre les nouvelles orientations nationales et qu'est-ce qu'on peut imaginer finalement ensemble qui collerait à nos besoins et nos moyens. Donc voilà, c'est tout ce qu'on essaye de travailler au travers de nos réseaux. On va vous donner 2 exemples très concrets pour illustrer cette capacité à réfléchir ensemble à de nouvelles façons d'accueillir les enfants et de travailler aussi ensemble avec les professionnels. Donc, premier exemple, voilà, on a travaillé sur une démarche territoriale autour d'un lancement d'expérimentation locale innovant. On a en fait travaillé sur l'adaptation de nos crèches familiales en ce qu'on appelle mi-maternelle. Donc, je vous explique un petit peu. L'idée, c'est de permettre donc à des assistantes maternelles qui sont salariées d'une crèche familiale d'exercer en dehors de leur domicile dans des locaux qui sont adaptés donc à l'accueil du jeune enfant et ainsi de s'adapter aux nouvelles formes de pratiques professionnelles. Donc, tous les directeurs et les directrices de ces crèches familiales, donc on en a 5, comme vous l'a dit Céline, se sont réunis depuis 2023. Donc, la première fois, c'était avec une visio qu'on avait réalisée avec un autre département qui l'avait expérimenté, voilà, ce nid maternel. Et tous les témoignages, les échanges qu'on a pu avoir à l'issue, donc lors de nos réseaux, ont inspiré nos crèches. Et donc, on a nous-mêmes accompagné la mise en œuvre avec la PMI autour de ces nids maternels. Donc, aujourd'hui, on a
4 crèches familiales sur les 5 qui se lancent dans une réflexion autour d'un nid maternel. Et on a ouvert d'ailleurs notre premier nid maternel là tout récemment. Au mois d'octobre, voilà. Donc c'est vraiment l'idée que l'intelligence collective, c'est tout d'abord une idée qui va circuler et puis qui va cheminer, se transformer et finalement améliorer la qualité pour tous. Un deuxième exemple, c'est celui d'une démarche territoriale en transition écologique et sociale en crèche. Donc en fait, sur une thématique qui émergeait de la part des directrices de crèche, elles ont voulu échanger autour de la santé environnementale et des pratiques qu'elles mettaient chacune en œuvre au sein de leurs équipements. Donc nous sommes partis sur un état des lieux que nous avons d'ailleurs partagé avec l'ARS et avons tenté de trouver une démarche pour accompagner les structures pour évoluer en termes de santé environnementale. Donc, nous avons eu un contact avec l'association La Belle Vie. C'est une première association sur le territoire national qui porte une démarche labellisée en transition écologique et sociale. Et donc, nous avons mis ensuite autour de la table les gestionnaires des structures d'accueil collectif et familial pour leur présenter cette démarche qui est portée par l'association La Belle Vie, les tenants, les aboutissants, bien sûr le coût financier, parce que néanmoins ça a quand même de l'importance. Et puis nous avons demandé quelle collectivité, quel gestionnaire serait partant. Donc là, nous avons lancé cette démarche. Les premières formations ont eu lieu au mois d'octobre. C'est une démarche qui va durer 3 ans, avec des formations à la fois sur un diagnostic et des formations ensuite thématiques en fonction de ce qui a pu être fléché à l'issue des diagnostics. Et donc, cette démarche-là est fortement soutenue par la CAF de la Charente à hauteur de 80%, ce qui a été quand même un levier très intéressant pour les collectivités. Voilà, donc on essaye aussi tous les ans d'évaluer finalement l'impact de tout ce travail qu'on mène sur les réseaux, quels effets on a pu constater sur ces dernières années, puisque ces réseaux, comme l'a dit Céline, ils datent maintenant de 2020. Ça fait 2020, donc ça fait 5 bonnes années. Donc pour les professionnels, ce qui remonte avant tout, c'est vraiment d'avoir un sentiment d'appartenance à un collectif. C'est important pour éviter l'épuisement professionnel et savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est une meilleure circulation de l'information puisqu'on donne énormément d'informations du national, du départemental. Ça permet d'avoir un état des connaissances harmonisé entre les uns et les autres. Ça permet bien évidemment des échanges qui vont valoriser leurs pratiques. Et ça, c'est très important aussi dans le cadre du maintien des professionnels en poste. Et puis voilà, tout cet échange, ça les inspire pour mettre en place un service qui est davantage adapté aux besoins des familles qu'elles accompagnent. Et puis pour la qualité d'accueil, c'est tendre vers une harmonisation des pratiques et mettre en lumière les spécificités aussi de chacun. C'est une meilleure prise en compte, in fine, des besoins des familles. Pour résumer, du coup, la qualité d'accueil pour nous, ça passe aussi par la qualité relationnelle entre les professionnels. Ça passe aussi par la création d'espaces de dialogue, notamment au travers de ces rencontres de réseau, pour pouvoir investir dans les compétences collectives et finalement le bien-être des enfants. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci à ces 3 exemples de démarche territoriale. Là, je m'adresse à l'ensemble des participants du webinaire. Avez-vous des questions ou des remarques sur les initiatives qui ont été présentées par nos 3 interco et nos 3 CAF? Vous-même d'ailleurs, hein, intervenante et intervenant, n'hésitez pas à réagir si besoin. Ou sinon, on passe à la seconde séquence, hein, qui est dans la logique de la première. Qu'avez-vous prévu pour justement je dirais pas le nouveau mandat qui s'ouvre, mais en tout cas, qu'avez-vous prévu en parallèle de la mise en place et du déploiement du service public de la petite enfance et comment, au-delà de ce que vous faites déjà, comment faire plus ou faire différemment? Dans ces cas-là, je vous propose qu'on recommence peut-être le même, euh, le même tour d'écran, ou alors
Peut-être commencer par la communauté de Oui, communes de Férius. comme vous voulez. Et on arrive, voilà. Oui, on peut commencer si vous voulez. Donc, nous, le service public de la petite enfance, bah, c'est juste une continuité pour nous, parce que comme on vous l'a expliqué, on intervient déjà quand même à tous les niveaux, que ce soit l'établissement du diagnostic, du schéma d'accueil de la petite enfance, l'information aux familles, l'accompagnement des familles, la création de berceaux. Donc, ça va être vraiment de pérenniser en fait la qualité d'accueil et continuer les actions que nous avons entreprises. Et c'est vrai qu'avec la CTG, il y a eu, comme l'a dit Claudia, un nouvel, je dirais, élan au niveau de la coopération avec les différents acteurs de la petite enfance. Donc, on va travailler encore plus dans ce sens-là, en lien avec les structures privées sur le territoire qui ont vraiment le réflexe maintenant, parce que en fait, le guichet unique est vraiment identifié par les familles. Donc, en fait, l'objectif est atteint, c'est que les familles, si elles ont une problématique de garde, elles contactent le guichet unique. Que ce soit pour aller dans une micro-crèche privée, dans une de nos structures chez une assistante maternelle. Donc, ça, c'est déjà l'objectif est atteint. Donc après, bah, c'est de continuer de bien accompagner ces familles et de bien accueillir les enfants dans la poursuite de ce qu'on a déjà engagé. Merci beaucoup. Et Mais on ne peut pas donc, être plus ah, intégré que ce qu'on fait déjà. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. pour venir compléter un petit peu, pardon, pour venir compléter ce que vient de dire Madame Baya, nous, avant de parler déjà du SPPE, il y a, je pense, la démarche de la CTG déjà qui nous a fait rapprocher beaucoup plus des intercommunalités que ce qu'on pouvait l'être auparavant et qui a fait évoluer notre posture. En même temps de cette évolution et des CTG, il y a eu aussi chez nous une réorganisation qui a été menée il y a une petite dizaine d'années maintenant. Alors déjà, le fait d'intervenir au niveau, à l'échelle des territoires et d'avoir des portefeuilles, si on peut le dire, pour les conseillers territoriaux, des portefeuilles de territoire et d'intercommunalité, mais c'est surtout aussi la mise en place de conseillères thématiques petite enfance qui a accentué le partenariat avec nos gestionnaires et également avec l'intercommunalité. On a une conseillère thématique petite enfance spécialisée dans les modes de garde individuels et donc qui s'occupe de la mise en réseau notamment des animatrices petite enfance. On a également, juste avant le Covid, mis en place, on a eu la création d'un poste de conseillère thématique petite enfance sur les modes de garde collectifs, qui a correspondu également, nous, à une expérimentation nationale sur la reprise en compétence des autorisations de fonctionnement qui étaient délivrées par la PMI. Bon, on a rétropédalé il y a une année maintenant, mais ça a permis d'apporter de la qualité dans, dans nos accompagnements par l'intermédiaire de cette concert thématique, d'aller sur une approche beaucoup plus qualitative et beaucoup plus qualitative dans le sens vraiment, on a l'écoute et on peut répondre aux besoins du terrain. Voilà, on n'est pas juste accompagnateur financier. Bon, cette concert thématique est partie, elle a été remplacée par une autre concert thématique, mais qui a la même fibre et le même souhait d'accompagner les partenaires et d'accompagner les intercommunalités ou les collectivités sur la partie qualitative du projet. Ce qui a pu peut-être être décelé, notamment grâce à la CTG et puis grâce à la rencontre récente entre la communauté de communes Férius et puis la conseillère thématique petite enfance et la conseillère territoriale. Voilà, il y a des besoins qui ont pu être identifiés, notamment devenir peut-être plus en soutien, notamment quand l'intercommunalité est sollicitée par un porteur de crèche privé et pour parler à deux voix sur le besoin ou non qui peut être identifié sur le territoire. Est-ce que c'est opportun ou pas que ce porteur de projet projette de venir s'implanter
sur ce territoire-là? Si c'est le cas, est-ce qu'il n'y aurait pas une commune qui serait plutôt plus à même de le recevoir, et voilà, peut-être de sectoriser un lieu de vie sur l'intercommunalité. Moi, je trouve, voilà, c'est vraiment la CTG qui a fait accélérer les choses, qui a renforcé le partenariat, la CTG, et puis nous, la réorganisation en interne avec la création de postes de conseillers thématiques. Merci beaucoup. Je voulais juste appuyer un petit peu sur ce qui est dit, c'est que l'expérience de l'autre côté, effectivement, depuis qu'on a des accompagnants thématiques à la CAF et qu'on a ces échanges réguliers, les dossiers sont beaucoup plus fluides. On a vraiment un conseil qui est personnalisé. Donc, ça a vraiment, de notre côté, enlevé le côté opaque de ce qui se passait chez notre partenaire financeur et c'est devenu un vrai partenaire de développement. Donc, c'est vraiment notre vécu aussi de côté interco. Merci. Merci de souligner. Du côté de Grand Angoulême et de la Charente, Oui. vous aviez une petite vidéo à nous présenter. Alors, il y reste 18 minutes. Exactement. Oui. De toute façon, c'est une vidéo qu'on a raccourcie, donc elle fait moins de 5 minutes. Et puis ensuite, voilà, on illustrera nous aussi, enfin, on complétera avec précision sur les perspectives de travail. Ok. Et il y a en plus une question sur les nids maternels. Mais ça, Oui. peut-être, si vous avez des documents ou vous pourrez peut-être mettre le lien dans le chat, peut-être pour les Oui. collègues intéressés par en savoir plus. Pas de souci. On a construit, par exemple, un document de travail, un PowerPoint avec l'explication de ce qu'est un nid maternel et l'intérêt justement de ce type d'organisation, en tous les cas, de crèche pour les familles, pour le gestionnaire, pour les assistantes maternelles. Donc, si ça intéresse, on pourra transmettre ça dans le chat. Ouais. L'objectif, en fait, Merci. de ce modèle-là, innovant, mais comme à l'échelle nationale, nos crèches familiales, elles sont en perte de vitesse parce qu'elles n'arrivent plus à recruter d'assistantes maternelles du fait de la baisse. Donc, en fait, c'était apporter l'attractivité pour ces structures pour les assistantes maternelles, pas pour les familles, parce qu'on n'a pas de difficulté à remplir, mais c'est surtout avoir une offre qui est en adéquation avec l'agrément de la crèche. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment de respecter les choix aujourd'hui des jeunes professionnels qui préfèrent rompre le côté vie privée, vie professionnelle et donc préfèrent travailler en dehors de leur domicile qu'à leur domicile, car souvent en plus ce sont des professionnels qui ont des enfants, donc c'est vraiment d'éviter d'être de mieux concilier, on va dire, vie privée et vie professionnelle, donc de travailler en dehors et d'avoir des locaux adaptés. Donc c'était vraiment l'idée. Nous mettrons nos coordonnées, nos contacts à la fin du document pour qu'on puisse prendre contact avec nous, pas de problème. Donc à présent, on va essayer de partager notre petite vidéo. Hop. Alors cette vidéo, elle a été donc je l'ai coupée, donc c'est vraiment pour illustrer notre propos sur l'animation de nos réseaux. Et donc elle a été présentée lors d'un copil d'évaluation de notre CTG. Donc c'est vraiment en fait nos réseaux de professionnels, une action phare de notre CTG. Est-ce qu'on voit bien là le partage d'écran déjà? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors hop, je la lance. La Convention territoriale globale de Grand Angoulême a été signée par toutes les collectivités de Grand Angoulême et la CAF de la Charente en 2019 sur une durée de 6 ans. Les domaines d'intervention choisis sont au nombre de 6. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'attractivité du territoire et la coordination des acteurs. Enfin, soutenir les professionnels dans leur exercice quotidien.
c'est un lieu déjà d'échange d'informations entre les différents acteurs, que ce soit des acteurs de l'agglo ou bien des différentes collectivités qui la composent. Des informations à la fois sur la réglementation, sur des initiatives. C'est surtout un temps d'échange, de pratique, de réflexion ensemble. Alors moi je crois que je viens depuis le tout début parce que ça fait maintenant 1 an et demi que c'est lancé. Ouais. Voilà, donc je crois que je suis venue dès la première et c'est une grosse bouffée d'oxygène parce que ça permet de rencontrer des professionnels comme nous, sur le terrain comme nous, qu'on n'a pas le temps de rencontrer en temps ordinaire. Si je prends aujourd'hui des partenaires avec qui on a des communications téléphoniques mais qu'on ne connaît pas visuellement, et ça apporte beaucoup de choses en fait. Ça permet de poser un peu des fois notre ras-le-bol, d'échanger sur nos pratiques. Partager des problématiques et trouver des solutions. Ouais, voilà. Et là, c'est ça. Puis évoluer dans un sens commun aussi un petit peu, quoi, avec chacun nos spécificités, si on va par là. C'est un lieu ressource. Ouais, c'est vraiment un lieu ressource. Pour nous, directrices. Oui. Alors on se regroupe depuis mai 2021, depuis l'ouverture du réseau, en mai 2021. On se retrouve avec tous les réseaux petite enfance du Grand Angoulême. Donc au départ on était 9 relais. Et donc on va travailler sur des thématiques spécifiques, que ce soit la formation assistante maternelle sur des fascicules, que ce soit sur le regroupement d'informations sur toutes les structures qui existent sur le Grand Angoulême. Et on travaille aussi sur la journée nationale des assistantes maternelles. C'est aussi un moment où on peut rompre un petit peu l'isolement professionnel des animatrices de relais, puisqu'on est assez seul sur nos fonctions. Donc c'est un temps de partage, mais c'est aussi une façon de pouvoir rester en veille par rapport à toutes les informations qui peuvent arriver au niveau du national ou du départemental, et de pouvoir partager un petit peu sur nos fonctionnements et nos organisations de services au niveau local. Les échanges de ces réseaux peuvent porter aussi sur des problématiques identifiées sur le territoire, des problématiques concernant peut-être plutôt les usagers, et ce qui peut donner lieu à des réflexions et à la mise en place d'un plan d'action. Pour exemple, ça peut être la mise en place d'un nouveau partenariat. Le réseau des relais petite enfance a mis en place début 2023 un nouveau partenariat avec Pôle emploi et intervient auprès des conseillers Pôle emploi et des demandeurs d'emploi pour faire la promotion du métier d'assistante maternelle. Sur cette même thématique, promotion du métier d'assistante maternelle et soutien à ces professionnels de la petite enfance, le réseau des relais petite enfance a initié et mis en place la journée territoriale des assistantes maternelles. Cette année, en 2023, nous avons mis en place la 3e édition de cet événement dédié aux assistantes maternelles. Hop. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous illustrer en fait les propos que nous avons tenus précédemment avec des témoignages. Et donc là, pour ce qui concerne les perspectives pour la prochaine mandature, notamment sur les perspectives SPPE, donc je rappelle, nous n'avons pas, Grand Angoulême n'a pas la compétence. Donc nous avons déjà dès cette année, et c'est dans notre rôle en fait d'équipe CTG, d'accompagner pédagogiquement les communes et les élus locaux. Donc nous avons déjà commencé à travailler avec eux, à leur expliquer les différentes compétences, les différents outils aussi qu'ils ont à leur disposition, notamment en ligne, et également les différents exemples qu'on peut trouver en ligne aussi pour
mettre en œuvre ces compétences-là. Donc pour les années à venir, nous avons l'intention de mettre en place des espaces de dialogue territoriaux. Nous l'avions déjà fait par le passé. En fait, nous découpons le territoire communautaire en plusieurs bassins de vie. Nous regroupons, donc nous faisons des petits groupes de communes. Nous intervenons dans ces petits groupes-là pour faire une capture, une photo à un instant T sur les besoins de leur famille, l'offre sur leur territoire et aux alentours de leur territoire, et la consommation, entre guillemets, des différents services d'accueil du jeune enfant, de leur population, où vont leurs administrés. On parle du coup d'attractivité territoriale, ou à l'inverse de fuite populationnelle, et nous essayons du coup de les acculturer aux différentes solutions qu'ils peuvent avoir à leur disposition, notamment en termes d'accompagnement financier et d'ingénierie, tant du point de vue LACAF que du point de vue Grand Angoulême, puisque nous, Grand Angoulême, nous avons également mis en place un fonds de concours petite enfance pour soutenir la création et le maintien de nouvelles places sur le territoire, à l'instar de l'ACAF. Donc ça, c'est notre premier projet. Et le deuxième projet qui est amorcé là cette fin d'année, notre territoire n'est pas complètement couvert par des relais petite enfance. Nous avons toute une frange nord qui est blanche de relais petite enfance, et tout en sachant que les relais petite enfance en fait permettent d'accomplir notamment la compétence 1 et 2 du SPPE. Donc Grand Angoulême vient de faire appel à une assistance maîtrise d'ouvrage pour faire un état des lieux des relais petite enfance et de ces services-là aujourd'hui, et nous faire des propositions de scénarios pour la prochaine mandature, notamment en termes de compétences ou de gestion d'équipement à l'échelle du territoire communautaire. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Oui. C'est pas mal. Merci beaucoup. Je me permets juste une toute petite Bien sûr. remarque sur les nids maternels, du coup, qui a suscité plusieurs réactions positives. Vous reprécisez quand même, comme vous le savez sans doute, que c'est pas autorisé par la réglementation actuellement, c'est pas dans les textes, mais ça peut effectivement être autorisé localement par des PMI dans le cadre des expérimentations. Donc voilà, c'est quand même voilà, avec ces Oui, oui, c'est bien de précautions leur dire. prises, c'est quand même on n'est pas sur une diffusion large du modèle. Enfin voilà, il y a quand même ce cadre qui n'est pas généralisé, et vous pourriez être confronté localement sur vos territoires à un no-go de la PMI qui serait dans son droit à refuser ce type Tout à de fait. mode d'accueil innovant. Voilà, Merci. C'était inscrit, en fait, nous, c'est inscrit dans le SDSF, entendu, merci beaucoup. ouvrir le champ des possibles. Et Merci de cette effectivement, on le précision. voit comme une innovation et pas comme une expérimentation, puisqu'une expérimentation, il faudrait qu'il y ait le tampon. Mais pour nous, c'est une innovation, voilà, travailler en lien avec la PMI. C'est tout à fait ça. Très bien. Merci. La Côte d'Or et le Mirebelois Fontenoy. Oui, bah Alors, moi, la ce Côte que je d'Or, vous... Pardon, Christian, je t'en prie, j'ai Caroline. dégainé. Ce que je voulais dire, ce que je trouvais vraiment intéressant dans tous les témoignages, c'est vraiment la plus-value des réseaux de professionnels qui, on le voit, qui sont mis en avant par tous. Peut-être dans les perspectives, appuyer la comitologie, les temps de comité de pilotage et de différentes commissions qui se déploient dans les CTG. Je pense que ça, c'est un vrai levier. Et là, sur les renouvellements des CTG, on va travailler avec l'ensemble des territoires à vraiment renforcer sur les commissions petite enfance le travail interpartenarial, et donner une place plus forte aussi aux animatrices responsables des RPE dans ces commissions thématiques CTG, où leur projet voilà, sera agréé, décliné aussi au long cours annuellement. Donc, dans la mise en perspective, c'est vraiment continuer de renforcer le travail des partenaires, à la fois au niveau départemental, mais aussi au niveau local. Bien, merci Caroline. Le SPPE sur le territoire de la communauté de communes a permis au moins aux élus de se réinterroger sur l'intérêt général autour de la compétence petite enfance, puisque nous exercions déjà l'ensemble des compétences du SPPE.
bien sûr en lien étroit avec la Convention territoriale globale. Cet outil de planification a permis de renforcer le projet du relais petite enfance, du guichet unique et plus généralement de la compétence petite enfance. J'apporterai un bémol quant à l'aide de l'État, parce qu'on n'a pas de commune de plus de 3500 habitants sur le territoire, et du coup, l'aide apportée n'arrive pas sur le territoire de la communauté de communes. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et puis, sur la suite des événements, la Convention territoriale globale est en renouvellement sur l'année 2026, et on va se projeter sur tous les enjeux euh, qui ont été cités généralement, mais aussi au début ici, c'est-à-dire l'attractivité du territoire, bien évidemment, l'emploi des assistantes maternelles, et puis maintenir un taux de couverture extrêmement important sur le territoire de la communauté de communes pour favoriser l'attractivité et le maintien des familles au niveau du territoire. Voilà, je ne sais pas si le directeur général des services veut apporter une précision. Non. Non, vous êtes questionné sur la recherche-action que vous avez menée avec l'IRTS. Oui, alors je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder le déroulé. En fait, pour vous dire que ce travail, il a été mené sur un peu plus de 18 mois, donc à deux niveaux, avec les animatrices des RPE sur 5 ou 6 territoires et sur 24 EAJE. L'objectif, ça a été vraiment de co-construire en fait des réponses entre les professionnels et les familles. Donc, il y a eu l'accompagnement d'un professionnel de l'IRTES aux côtés des chargés de conseil de la CAF, où il y a eu différentes séances. Alors, c'était pas vraiment de l'analyse de la pratique, mais c'était plutôt de co-construction de réponses. Il y a eu un film documentaire qui a été réalisé pour la partie EAJE. Donc, je pourrais aussi vous partager le lien de cette vidéo pour les personnes que ça intéresse. Mais en tout cas, ce travail, il nous a vraiment permis de nous rapprocher des problématiques de terrain et puis d'aider en fait à la mise en place, en tout cas pour les relais petite enfance, du guichet unique, puisqu'on a quasiment l'ensemble des RPE. Enfin, il en reste deux, mais on va dire, une majorité de nos RPE qui sont en guichet unique et vraiment, voilà, en créant avec cette recherche-action, euh, permettent en fait aux animatrices d'avoir un rôle pivot sur leur territoire et d'alimenter au quotidien, voilà, dans leurs observations, dans les entretiens premier accueil avec les familles. Voilà, il y a une trame qui a été travaillée aussi collectivement. Donc tout ça, ça permet aux professionnels de renforcer leur posture et de co-construire ensemble des outils. Donc bien sûr, on pourra vous partager ces éléments si vous le souhaitez. Après, je ne Merci sais beaucoup. pas s'il y avait des questions précises, je ne l'ai pas vu dans le déroulé. Non, non, mais effectivement, on pourra transmettre si vous voulez bien me faire Oui, bien sûr. communiquer des éléments, je les transmettrai à l'ensemble des participants. Merci. Est-ce que vous aviez des éléments à ajouter, des représentants là, je pense à la communauté commune du Mirmelois et Fontenoy, ou est-ce que c'était bon de votre côté? Alors, on n'a pas d'éléments de nouveaux à apporter, si ce n'est que, effectivement, je pense que l'ensemble des documents qui vont être transmis à l'ensemble des participants aujourd'hui vont sans doute aider à la réflexion tous les élus et les futurs élus pour développer et améliorer encore leurs compétences petite enfance. Merci. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres remarques ou questions dans le chat. C'est bon. Juste, voilà, il est 16h30, donc on va conclure ce webinaire. Juste un petit mot quand même sur la compensation financière aux autorités organisatrices du jeune enfant. Certes, on n'est pas du tout sur les mêmes montants que ce que portent les CAF à travers les conventions territoriales globales. C'est clair, hein, on est d'un côté 86 millions d'euros
en termes de compensation financière pour l'ensemble du pays, et puis de l'autre, tout ce que porte la CNAF au sein de la COGE, donc c'est incomparable, ça c'est très clair. Nous, ce qui nous embête un peu, voilà, c'est que les intercommunalités n'aient pas été considérées pour leurs actions qu'elles portent depuis, on l'a vu là, depuis parfois plus de 20 ans. Et notamment les 380, vous avez raison de le mentionner, les 380 intercommunalités qui ne comportent pas de communes de plus de 3500 habitants et qui pourtant font des choses. C'est d'autant plus dans le rural que l'interco, a priori, a du sens. Et malheureusement, ni le législateur ni l'État ne l'ont reconnu. Donc voilà, on comprend quand même l'exaspération de beaucoup de nos intercommunalités qui agissent en la matière. Et donc, je vous l'ai dit, un webinaire pour partager ces questions-là la semaine prochaine, et puis aussi sur la démarche administrative, enfin qui n'est pas qu'administrative, qui est aussi grandement politique, à mener avec les communes membres pour justement mieux partager la compensation financière. Euh, Avez-vous une dernière remarque ou est-ce que c'est bon aussi? Je vous regarde aussi, Dominique, Delphine, du côté de la CNAF. Si vous aviez un dernier message adressé. Simplement vous remercier me concernant et puis remercier aussi ces témoignages qui sont vraiment très très riches à entendre vraiment de l'intérieur. Et bon, simplement aussi vous dire que s'agissant des CTG, conservez vraiment l'idée que ce sont des démarches agiles et au plus près de vos projets de territoire et que voilà, même la période en cours ne doit pas être une période, j'allais dire, d'attente ou de crainte ou de frein. Il faut poursuivre, on va dire, toutes ces dynamiques engagées. C'est vraiment là-dessus qu'on pousse nous côté CNAF. Je ne sais pas si Delphine, tu souhaitais rajouter. Delphine, Pas mieux, merci beaucoup. un grand merci à vous toutes et vous tous. Un grand merci à vous qui avez témoigné de ce que vous faisiez sur votre territoire. Un prochain webinaire, c'est sûr, parce que sur le sujet de la petite enfance, on n'a pas épuisé l'ensemble des thématiques. Donc, un rendez-vous fort probablement au premier trimestre prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.